Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. On va voir comment implanter concrètement sa stratégie marketing et aussi comment la sélectionner. Parce que des stratégies, là, moi j'en ai sorti 5, mais je peux vous en sortir des dizaines. Il en existe vraiment des dizaines, surtout n'importe quoi selon le secteur, etc. Donc l'idée, c'est un peu de dire, OK, on plante un peu le décor et derrière, comment je choisis ça, comment je le mets concrètement en application. Donc les objectifs d'aujourd'hui, ça va être de comprendre les 5 stratégies de différenciation, mais en fait, il y en a 6, donc je me suis trompée. Donc les 6 stratégies de différenciation, de sélectionner la stratégie la plus pertinente pour ton offre à toi, parce que ce qui va être pertinent pour toi ne va pas être pertinent pour le voisin, et ainsi de suite. Et ensuite, d'intégrer et d'adapter ces stratégies dans le temps. Parce que c'est bien beau de la sélectionner, mais derrière, il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle soit en cohérence avec les actions, les plans, les objectifs, etc. Donc, on va voir tout ça. Et commençons par un rapide rappel, comme je vous le disais, des stratégies. Donc, on a vu la semaine dernière le ciblage. Quand on parle de ciblage, on parle d'un segment de marché qui est un peu plus large, qui est un petit... Voilà, c'est l'équivalent du persona. Le persona, ça permet de faire un premier ciblage, par exemple. Et quand on parle de ciblage, il y a des questions qu'il faut se poser, qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Comment moi je peux répondre à leurs besoins toujours de manière unique, même si de manière unique, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher, se triturer les méninges pendant des heures, à se dire bon, il faut que je fasse quelque chose qui n'existe pas. Même si vous avez un produit, un service qui existe déjà, qui est présent sur le marché, la façon dont vous allez le délivrer, la façon dont vous allez délivrer de la valeur à vos utilisateurs, à votre audience, c'est bien de ça qu'on parle de manière unique. Parce que n'allez pas faire une tachycardie à partir du moment où on vous dit qu'il faut de manière unique et vous dire oui, mais moi le voisin il fait ça, etc. Oui, on a tous des concurrents. Aujourd'hui, c'est très 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 rare. Peut-être, comme disait Isabelle tout à l'heure, sur des secteurs vraiment d'ultra niche où là on vient aider des aidants, ce genre de choses où vraiment il y a peut-être pas beaucoup de monde, mais globalement la majorité des personnes, bon ben nous on a des concurrents hein, sur le marché, il faut pas se voiler la face. Donc c'est tout à fait ok. C'est juste comment je vais réussir à délivrer la valeur à mon utilisateur, mais de façon unique. Comment je vais l'imprégner de mon essence, de ma vision, de comment je vais me différencier du voisin justement par cette essence-là. Donc c'est bien de ça dont on parle. Ensuite, on a la niche. Donc là, c'est la spécialisation. C'est vraiment, par exemple, alors on avait mis des exemples, mais je dois avouer que je m'en souviens plus très bien. Mais ça peut être par exemple, des solutions, des outils qui se spécialisent sur, par exemple, si je suis développeur web Python, je fais du Python. Je fais que du Python et je m'adresse aux gens qui veulent faire du Python. Donc, le Python, c'est un langage de codage pour développer des sites Internet ou développer des outils de manière générale. Donc, ça, c'est de l'ultra spécialisation. Donc, ça peut être ça. Et là, en l'occurrence, là où le ciblage, le segment, il est plutôt grand, et bien là, la niche, le segment, il est plutôt petit. Et là, en fait, donc il faut trouver un petit segment de marché avec des besoins spécifiques. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est par exemple, si je prends mon exemple, moi, de mon univers initial, donc le web, il peut y avoir, par exemple, se spécialiser, pardon, dans le JavaScript. Ça peut être se spécialiser sur certains types de plateformes. Ça peut être du WordPress, ça peut être du Wix, ça peut être Webflow. Voilà. Donc, c'est se spécialiser dans vraiment quelque chose de très précis. Donc là, le segment rétrécit, mais par contre, on est sûr de cibler, d'adresser un message clair à son audience. Ensuite, on a la stratégie du clivage. Clivage, c'est oser prendre position.
Donc, on en avait discuté aussi, c'est-à-dire qu'on va se positionner de manière stricte et définitive sur un sujet. Donc, ça peut être des idéaux, ça peut être des valeurs, ça peut être, c'est pas obligé d'être négatif, hein. Quand on entend clivage, on entend tout de suite un peu des, enfin, c'est un peu connoté négatif. Ça peut être aussi du clivage positif, ça peut être de la prise de position positive, hein, c'est complètement possible. C'est à vous de le faire à votre sauce, voir comment ça résonne avec votre secteur et votre offre. Donc là, on embrasse des sujets qui nous passionnent. Donc, on avait pris l'exemple de certaines, le slip français. On avait pris l'exemple voilà, d'acheter français. C'est le slip français. Quand on y va, c'est un engagement. On se positionne. Hein, on est engagé quand on va acheter le slip français, même si du coup c'est clivant. Et là, en l'occurrence, ça attire ceux qui partagent les mêmes convictions que vous. Mais effectivement, ça a l'effet aussi de repousser une partie de l'audience qui, elle, ne serait pas d'accord. Mais c'est pas toujours mauvais. Se couper d'une partie de son audience, c'est pas toujours mauvais. Si on avait parlé du persona négatif dans un live précédent, eh bien, si par exemple, prendre une stratégie de clivage, ça vous permet d'attirer que votre persona idéal et de repousser dans un sens votre persona négatif, pourquoi pas? Rien ne vous en empêche. Donc voilà. Ensuite, on avait aussi la stratégie du contre-courant. Donc là, c'est défier le statu quo. Donc par exemple, c'est prendre la norme de son marché. Qu'est-ce que font mes concurrents? Qu'est-ce que font les acteurs sur mon marché? Et comment moi, sur quel biais? Donc là, on est quand même sur décortiquer, hein. Décortiquer qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, aller un peu étudier ses concurrents, même s'il faut toujours faire de la veille concurrentielle. C'est vraiment un conseil que je vous donne régulièrement, une fois par mois, aller voir ce qui se fait, c'est intéressant. Et bien là, c'est de voir globalement ce qui se fait et se dire, OK, quelle est la norme de mon secteur et comment moi je peux faire différemment? C'est-à-dire prendre ça et faire le strict opposé, faire l'inverse. C'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que ça va créer, ça va attiser la curiosité. On va se souvenir, on va dire, ah tiens, ça, je le vois pas habituellement, c'est pas comme ça. Ah tiens, et on va se souvenir. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'être mémorable pour son audience. Donc là, c'est de trouver une alternative. Alors ça peut être juste un élément qui est différenciant, ça peut être complètement l'offre qui va vraiment qui va complètement à contre-courant. Ça peut être dans votre identité de marque. Vous pouvez avoir une identité de marque qui va à contre-courant des codes. Par exemple, euh, là, un exemple qui me vient dans tout le secteur du juridique ou des contrats, etc., de la SCPI, enfin voilà, tous ces secteurs-là, ben, c'est très normé, c'est-à-dire que c'est du gris, c'est du bleu, c'est des typographies avec serif, c'est voilà, c'est très normé. Et ben, vous pouvez arriver là-dedans et faire quelque chose d'hyper coloré, hyper à contre-courant, ça peut être aussi dans l'identité de marque. Donc c'est à vous de voir comment, par rapport à qui vous êtes, à votre essence, à votre offre, à ce que vous avez envie d'amener comme nouveauté, eh bien, de voir comment ça peut résonner. Donc là, c'est intéressant. Et la semaine dernière, on avait 5 stratégies de différenciation. Mais déjà, la semaine dernière, ça me titillait un peu. Et puis là, je me suis dit, non, mais en fait, il y en a bien 6, il n'y en a pas 5. En fait, j'ai séparé humanisation de la marque et le personal branding. Alors, on va revenir dessus. L'humanisation de la marque, c'est rendre la marque accessible et relatable. Donc là, quand on dit relatable, on parle de storytelling. C'est venir amener de l'histoire, de la valeur, venir romancer un peu, relater les faits comme si c'était un peu le parcours du héros, comme si on racontait une histoire avec les valeurs, l'histoire et l'impact positif que cette histoire, que ces valeurs vont avoir sur la vie des clients, évidemment. Donc, humanisation de la marque, on est vraiment sur la marque. On est axé sur la marque. Alors, c'est écrit dans le titre, ça peut paraître évident, mais je le précise quand même. Là où le personal branding, eh bien là, on construit en fait cette identité, mais au travers d'une personne. Construire et promouvoir une identité professionnelle autour de l'individu. Donc, c'est bien ça, hein, c'est bien, je me mets moi en avant, mon expérience, mon expertise. C'est moi qui va devenir central. Le discours, le storytelling, tout ce qui va en fait graviter autour de votre marque, ça va être vous. C'est pas, encore une fois, c'est pas obligé de choisir celle-là, il faut être aussi à l'aise avec, mais c'est juste pour que vous compreniez bien la différence. Humanisation de la marque, on est derrière une marque. Par exemple, le slip français, on est derrière le logo du slip français, mais on le rend humain en mettant en avant
son histoire, les valeurs, l'impact, etc. que ça peut avoir. On peut aussi l'humaniser en mettant des humains derrière, c'est-à-dire en disant, ben, voilà la team, voilà ce qu'elle fait, voilà comment elle travaille. Ça, ce sont par exemple les couturières, etc. On peut humaniser la marque. Et le personal branding, c'est vraiment en tant qu'individu, par rapport à mon expérience, par rapport à mon histoire, je suis au centre de ma communication. Donc voilà, cette nuance, elle se fait à cet endroit-là. Donc les distinctions clés, je les ai un petit peu réduites. Humanisation, focus sur l'émotion et les valeurs de l'entreprise. Hein, donc on est bien la marque, l'entreprise. Personal branding, centré sur l'expertise et la réputation professionnelle des individus. Donc là, on parle bien de vous. C'est-à-dire que si vous voulez faire du personal branding, il faudra parler de vous. Il faudra vous mettre en avant. Il faudra être un peu l'étendard de votre marque. Et ce ne sera pas tant l'identité que de marque que vous. Voilà. Alors, ok, mais comment on fait pour choisir sa stratégie? Parce que avant de bien savoir l'appliquer, eh bien, il faut savoir la choisir. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Donc, dans un premier temps, avant toute chose, il faut comprendre son offre. Alors, ça paraît, ça paraît plutôt évident, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on fait les choses un peu par instinct, par intuition, on se lance dans quelque chose, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre vraiment sincèrement son offre, de détailler vraiment précisément ce qu'on propose, mais même pour soi, hein. Vraiment pour soi. Là, on est vraiment à ce stade où on détaille pour soi. Donc, si vous êtes là depuis le début, on a déjà fait ces exercices. Donc, je sais que vous avez déjà détaillé, etc. Et pour celles qui viennent de nous rejoindre, c'est vraiment un super exercice. Parce que ça permet aussi de mettre en lumière certaines choses où, dans la tête, on est là, ah oui, si, si, je sais, c'est simple, c'est ça, je sais où je vais. Puis finalement, quand on est en cours de route, on se dit, mince, j'avais un truc, mais non. Posez à plat, n'hésitez pas, prenez une feuille, un calepin. Mon offre, c'est quoi? Deux points. À qui je m'adresse? Deux points. Vraiment, faites votre persona, détaillez votre offre, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, quels sont les bénéfices aussi de cette offre, de ce produit ou de ce service, et qui est le client idéal? Donc là, on est bien sur les éléments que moi j'aime appeler la Triforce. Donc, on a la création du persona, qui est l'avatar client, c'est le client idéal. Donc, on crée une fiche personnage d'un client idéal qu'on aimerait avoir. Ensuite, on a l'offre irrésistible. Donc là, on consolide, on crée son offre, on la met à plat. Et vraiment, on compare en fait les deux. On va mettre en fait les deux l'un en face de l'autre. Est-ce que ça, c'est mon client idéal, d'accord? Donc il a cette vie, il vient de tel milieu social à peu près, il a tel niveau d'études, il vit à la campagne ou à la ville, ses habitudes alimentaires ou ses habitudes de déplacement. Après, ça dépendra de ce que vous faites, hein. Il y a des informations qui ne sont pas pertinentes, puis il y en a qui sont pertinentes. Et donc, vous venez confronter ces deux solutions-là. Vous venez confronter votre persona à votre offre. Et comme ça, vous voyez si ça correspond. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a identifié les objectifs. Donc là aussi, très important de positionner ces objectifs. Qu'est-ce que j'attends de cette stratégie? C'est vraiment ça la question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce que vous attendez de cette stratégie? Où est-ce qu'elle est censée vous emmener? Parce que c'est important de savoir où on va. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre avec la stratégie de différenciation? Donc là, ça peut être augmenter la notoriété de la marque, intégrer un nouveau marché, fidéliser ma clientèle. En tout cas, vous avez compris l'idée, c'est vraiment se poser 3 minutes et se dire, OK, je veux mettre des stratégies de différenciation, d'accord. Pour me différencier, oui, d'accord, ça c'est sûr. Mais concrètement, dans les faits, quel est le résultat escompté? Qu'est-ce que vous attendez en termes de résultat de cette stratégie? Et c'est vraiment important de faire cet élément-là parce que ça va vous permettre derrière de construire et de consolider votre plan d'action. Ensuite, on a analysé le marché. Donc ça, c'est ce qu'on a vu notamment la semaine dernière. Donc c'est analyser et comprendre son marché. Alors moi, je vous ai expliqué globalement le marché en 2024, quelles étaient ses attentes et comment il s'était construit pour comprendre un peu les mécanismes. Mais après, on peut aller encore plus loin. On peut encore approfondir. Et là, ça va dépendre du marché par rapport à votre produit, votre offre, votre service, etc. Donc, quelles sont les stratégies utilisées par les concurrents? C'est très important de savoir qu'est-ce qui se fait aussi. Alors, pas forcément pour copier, mais ça peut être pour faire la même chose, parce que c'est pas. Je veux dire, des stratégies, il y a un moment, il y en a, il faut les utiliser, c'est un outil, hein, c'est comme une calculette. Donc, si votre concurrent, il utilise aussi cette stratégie, et qu'en plus ça fonctionne, c'est qu'il faut, enfin, c'est qu'il y a quelque chose de positif à retirer de ça. Donc, n'hésitez pas. Y a-t-il un espace non exploité? Donc ça, c'est d'accord. Mon marché, il ressemble à ça. Mes concurrents, ils font ça. Mais moi, avec mon expérience, moi, avec ce que j'ai vécu, moi, avec la personne que je suis, bah, moi, je trouve qu'il manque quelque chose là. Voilà. Là, il manque ça, il manque. Eh ben, ça aussi, c'est.
une façon de penser que vous pouvez amener. C'est intéressant de se dire, tout le monde fait comme ça, ou tout le monde a pensé avoir de ce prisme-là, et ben moi, je vais aller, hop, au strict opposé, parce que moi, je pense qu'on manque de ça. Ou une approche que personne n'a encore tentée. Donc ça aussi, ça peut être de la prise de risque. On n'a pas tous le même tempérament, on n'est pas tous les mêmes entrepreneurs. Et c'est complètement OK, et tant mieux, parce que ça amène de la diversité, ça amène, voilà, ça amène des surprises, ça amène plein de choses, donc c'est très bien. Il faut faire les choses avec lesquelles on est à l'aise. Donc il y en a qui vont être plus dans la prise de risque, il y en a qui vont être plus dans le confort. C'est OK, les deux sont très bien. Faites juste des choses qui sont en accord avec vous. Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, vous allez créer de la friction, vous allez créer, derrière, ça va vous ralentir et ça va être vraiment une bagarre interne compliquée. Et le but, c'est vraiment pas de souffrir. Donc, vraiment, voilà, sondez-vous, voyez ce qui résonne. Ensuite, alignez tout ça avec les valeurs, parce que c'est super important. Donc là, c'est la stratégie doit résonner avec les valeurs personnelles et celles de l'entreprise. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment être aligné de façon l'alignement entrepreneurial, hein. C'est-à-dire que nos valeurs, ce qui on est, notre essence, doit aussi être aligné avec ce qu'on propose à nos utilisateurs. Parce que si, je sais pas, si je suis une écolo endurcie, etc., et que moi, toute la journée, je vends des SUV de chez Renault ou je sais pas quoi, bon, bah, là, il y a un problème d'alignement, clairement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de choses. Donc, on crée de la friction et cette énergie-là qu'on perd avec cette friction, bah, c'est de l'énergie qu'on n'a pas derrière pour nos utilisateurs, pour nous-mêmes, pour notre projet. Donc, et effectivement, il y a cette notion d'authenticité. Si on n'est pas aligné, comment être authentique? C'est hyper. Donc, du coup, on est obligé d'être aligné d'abord avec ses valeurs pour être authentique et délivrer un message, délivrer une valeur qui est vraiment unique et finalement dire à son audience, je vous ai compris. Donc voilà. Et enfin, en 5, évaluer les ressources. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est hyper important euh, de savoir qu'est-ce que vous avez à disposition. Si, comme certaines, vous avez un double emploi, il faut que vous sachiez concrètement, mais posez-le à plat dans un calendrier ou sur une feuille, mais vraiment notez-le, sortez-le de votre tête. Concrètement, c'est pour juste envoyer le message, l'imprégner. Voyez-le concrètement. Quel ressources je dispose, que ce soit financier, que ce soit au niveau des compétences aussi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je sais faire? Qu'est-ce que je peux apprendre à faire? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas faire? C'est aussi très important. Dans un précédent live, ce qu'on avait fait sur les réseaux sociaux, je me souviens que Isabelle, la première, sans le sait, avait dit, ben, moi, c'est quelque chose que je veux déléguer assez rapidement. Donc, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Donc, si je veux déléguer les réseaux sociaux et que je ne veux pas le faire, d'accord, donc ça veut dire que je gagne du temps. Mais par contre, ça va me coûter de l'argent. Donc ça, c'est des... Voilà. Posez tout à plat pour savoir concrètement qu'est-ce que vous avez à disposition pour justement mettre en action concrètement cette stratégie. Très important. Et là, du coup, on va passer sur une petite astuce. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est tip top. Enfin, moi, j'adore. C'est utiliser un tableau pour comparer les avantages et les inconvénients de chaque stratégie par rapport à son offre. Ce qui va nous permettre de savoir quelle stratégie, en réalité, va s'adapter ou non à notre offre, simplement. Donc, là, on va prendre concrètement ce que je vais faire pour sélectionner la stratégie pour une... Admettons que je sois naturopathe, voici mes étapes, hein. Donc, si jamais vous voulez le faire, donc vous avez évidemment toutes les questions qu'on a vues au début, hein, selon chaque stratégie, se poser la question, comment je peux me différencier de mon audience, de mes concurrents, etc. Donc, voilà. Et là, concrètement, c'est je l'applique à une naturopathe. Donc, je pose mon offre. Qu'est-ce que quelle est mon offre finalement? Donc, c'est la consultation de naturopathie personnalisée axée sur le bien-être holistique. Donc, mon offre est claire, je sais où je vais, je sais ce que je propose. On a le premier pas, on a la première brique, on est bon. Ensuite, les objectifs. Donc là, mon objectif, c'est d'accroître ma notoriété en local, évidemment, de fidéliser ma clientèle, très important, et d'étendre mon offre à des consultations en ligne. C'est-à-dire que j'ai une prise de position, j'existe, je veux augmenter ma notoriété parce que ça fait pas longtemps que je suis sur le marché. J'ai besoin, pour perdurer dans le temps, pour pérenniser mon affaire, enfin oui, c'est ça, mon projet, de fidéliser mes clients qui reviennent régulièrement. Et j'ai besoin d'étendre, de croître, de grandir. Donc, je me déploie sur le web. Enfin, le web. Je fais des consultations en ligne.
ça l'idée. Donc, on a 3 axes. Ensuite, connaître son marché. Donc là, on a une forte concurrence en local, hein, généralement, mais peu de naturopathes proposent des services en ligne complets ou utilisent le personal branding. Et c'est vrai que c'est assez vrai. On a du mal dans ces secteurs à être en ligne. C'est vraiment c'est de l'ordre de la consultation assez en présentiel. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est finalement une faiblesse du marché que j'utilise. Et je me dis, bon, ça, c'est ce que je vous disais un peu plus haut. J'ai analysé mon marché, j'ai analysé mes concurrents. Je vois que finalement, ben, il y a une forte présence en local, mais peu sont en ligne. Aujourd'hui, les gens n'ont pas toujours la possibilité, les moyens de se déplacer, ou on a tendance aussi avec le marché actuel, bah, aller chercher ces pratiquants ailleurs que là où on habite, parce que ben, le marché est assez saturé. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et le personal branding, parce que finalement, on est sur du service. C'est assez logique de développer le personal branding pour créer ben, de l'émotionnel, pour créer de la confiance, etc., etc. Je continue, les valeurs, donc approche personnalisée, attention portée au bien-être du client, engagement pour des pratiques durables. Donc là, mes valeurs, c'est vraiment que je veux une approche 100% personnalisée, que la personne se sente comme chez elle. Je veux vraiment qu'on soit dans une bulle de bien-être, que ce soit vraiment ce qu'elle ressente. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et en même temps, eh bien, du fait de mon métier, du fait de mon expérience, du fait de qui je suis, les pratiques durables, éthiques, etc. C'est des choses qui sont importantes pour moi. C'est quelque chose sur lequel je vais du coup communiquer. Ensuite, mes ressources, eh bien là j'ai un budget limité, je viens de me lancer, donc j'ai pas forcément encore ma base client très consolidée. J'ai besoin de le renforcer. Il y a une forte présence sur les réseaux sociaux. Je suis à l'aise avec les réseaux, donc pourquoi pas les utiliser. Et bien sûr, ça me dérange pas d'utiliser mon image pour finalement vendre mes services, donc possibilité de créer du contenu vidéo. Et là, on arrive sur le tableau. Et ça, c'est vraiment un outil que j'ai vraiment envie de vous amener parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. L'idée, c'est comment je choisis finalement mes stratégies par rapport à ce que je fais. Eh bien, dans un tableau simple, vous allez mettre stratégie, avantages, inconvénients et finalement un résultat, donc l'alignement avec l'offre. Et ensuite, sur l'autre entrée du tableau, on va mettre les différentes, stratégies. Alors là, on ne voit pas ciblage, parce que ciblage et niche, finalement, on considère que c'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu pareil. Donc, on les met un peu ensemble dans ce tableau-là pour la lecture. Vous pourrez très bien rajouter une ligne si vous le souhaitez. Donc, humanisation. Donc, quels sont les avantages? Eh bien, créer une connexion émotionnelle et fidéliser. L'inconvénient, c'est que ça nécessite du temps pour créer du contenu, et ça, je vous assure que c'est vrai, ça nécessite beaucoup de temps, on le sous-estime. Mais par contre, c'est vrai que c'est hyper aligné avec mon offre. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il y a un coût d'opportunité finalement à utiliser cette stratégie. Donc, je mets fort. Personal branding. Enfin, se démarquer dans un marché saturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de naturopathes sur le marché, c'est un fait, mais sur mon marché, donc ça peut être local, ça peut être régional, ça peut être aussi à l'échelle de la France, il n'y a pas de règle là aussi. Vous pouvez même avoir juste plusieurs granularités. Eh bien, finalement, proportionnellement, il y a très peu de naturopathes qui font du personal branding. Ok, donc ça, c'est un avantage. Ensuite, par contre, un inconvénient, c'est que ça demande une présence en ligne qui est constante. Et donc, ça demande aussi du temps, ça demande de l'investissement. Ça demande aussi, quand on est en personal branding, c'est-à-dire si on devient notre marque. C'est-à-dire si on n'est plus derrière son identité, mais qu'on devient la marque, ça veut dire que, ben, et quand on est malade, et machin, et que si demain, et que... Voilà. Donc, il y a aussi ces choses-là à prendre en considération, c'est-à-dire qu'on devient notre marque. Donc, c'est-à-dire si on n'est plus là, il n'y a plus de marque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi, c'est un risque considéré, il faut le savoir. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est un risque. Comme dans chaque stratégie, il n'y en a aucune qui est sans risque, entre guillemets, ou en tout cas sans inconvénient. Et donc là, encore une fois, alignement avec l'offre, fort. Ensuite, on est dans niche, ciblage. Donc, peut cibler un segment spécifique, donc par exemple le stress, ou ça peut être l'alimentation, ou ça pourrait être la peau, ça pourrait être le bien-être de la peau, parce que c'est un organe, c'est quand même
plus grand organe qu'on ait aujourd'hui à disposition, c'est que voilà, qu'il y a plein de solutions naturelles qui pourraient aider. Donc, on pourrait se spécialiser hein, dans cette niche-là. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, ben, c'est que ça limite le marché potentiel. Et là, pour le coup, quand on fait du service, on a aussi besoin, en tout cas, encore une fois, avantage, inconvénient, hein, c'est un choix. On estime en tout cas qu'il faut, dans ce cas-là, avoir une plus large part de marché. Donc, on se dit que l'alignement avec l'offre est moyenne. C'est-à-dire que, OK, on peut l'utiliser, mais bon, il faudra voir si ça fonctionne, il faudra voir si ça résonne, il faudra voir si j'ai envie de le faire. Ensuite, clivage. Donc là, en avantage, attire une clientèle passionnée. Là, c'est sûr que l'avantage du clivage, c'est que si demain j'ai vraiment un discours clivant, alors je crois qu'il y en a. J'allais vous donner un exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, j'en suis un sur les réseaux qui est vraiment très, voilà, qui est vraiment très tranché sur les sujets de naturopathie, etc. Bon, bah, on n'adhère pas. C'est vrai que par contre, les gens qui suivent, ils sont vraiment à fond. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. L'inconvénient, le risque de repousser certains clients. Et là, pour le coup, ben, moi, je sais que j'ai un peu de mal. Par exemple, c'est là, en l'occurrence, dans le sujet de la naturopathie, parce que lui aussi, c'est un naturopathe, mais je sais que je suis un peu en mode, ah, c'est peut-être un peu trop raide pour moi. Non, je sais pas. Donc, comme moi, je l'ai vécu personnellement, je me dis, faible. Je mets faible dans le clivage, ça me parle pas. Ensuite, il y a la stratégie de contre-courant, innovation en consultation en ligne. Et là, en fait, c'est faire quelque chose que finalement, le marché ne fait pas, que mes concurrents ne font pas. Donc, ça peut être innovation en consultation en ligne, mais pas seulement. On peut aller plus loin. Je peux aussi me dire que je vais créer sur mon site des espaces dédiés aux personnes. C'est-à-dire que je vais rentrer, je vais avoir mon compte. Et dans mon compte, par rapport au suivi que je vais avoir, eh bien, je vais avoir des conseils personnalisés qui vont apparaître et qui vont finalement se mettre sur un certain planning avec mon utilisateur. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose que finalement on ne fait pas. Le suivi, mais vraiment personnalisé, spécifique à chaque individu. Voilà, ça peut être ça. Inconvénient peut nécessiter des investissements techniques. Et là, comme je vous le disais, tout de suite, j'ai parlé de site internet, j'ai parlé d'espaces dédiés en ligne. Et bien là, soit je sais le faire, mais il y a quand même peu de chances, je suis naturopathe, donc il y a quand même peu de chances que je sois dev web. Donc du coup, ça veut dire que je vais devoir envisager et de prendre quelqu'un pour le faire. Et là, on monte vite sur des budgets à 2, 3, 4, 5 000 euros, facile. Donc voilà, il y a quand même un risque. Donc l'alignement avec mon offre, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est que vu que j'ai dit plus haut que j'avais un budget limité, ça fit pas trop. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit tableau qui aide à la prise de décision. Là, je l'ai appliqué aux stratégies, mais vraiment, la plupart du temps, moi je sais que je suis très visuelle pour comprendre les choses, pour prendre un peu de recul. N'hésitez pas, mettez à plat, mettez dans un tableau, confrontez les plus, les moins, juste une feuille. Vous mettez plus et moins, vous listez vos éléments, peu importe sur quelle thématique, faites-le sincèrement. Ça aide à ressortir les choses de la tête et à prendre un peu de recul, prendre de la hauteur et c'est pas mal. Et du coup, maintenant qu'on a sélectionné notre stratégie, comment on la met en application? On est bien là pour ça, n'est-ce pas? Et donc, on va repartir sur cette base du cas pratique naturopathe et on va voir comment concrètement je peux faire pour appliquer ces stratégies. Donc là, en l'occurrence, on va avoir trois stratégies. Il y aura le personal branding, l'humanisation et ensuite le contre-courant. Donc, dans un premier temps, la première étape que vous devez faire, donc admettons que vous êtes cette naturopathe, mais dans votre secteur, hein, on se met, c'est vraiment un cas pratique. Première étape, je définis mes objectifs. Donc là, augmenter la notoriété de la marque, en local et en ligne. Ensuite, fidéliser sa clientèle grâce à des consultations personnalisées et un suivi de qualité. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce que je vous disais, c'est derrière d'aller faire vraiment rentrer dans la personnalisation, d'aller faire un espace dédié, etc. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Fidéliser la clientèle grâce à des consultations personnalisées et un suivi de qualité. Et ensuite, innover avec des consultations en ligne. Et là, l'espace dédié éventuellement pour chaque utilisateur avec, voilà, ça peut être un calendrier personnalisé, ça peut être aussi des compléments d'informations qu'on peut apporter. Moi, je sais que je suis suivie par une naturopathe et bah, en fait, l'information dans le temps, elle n'est pas durable. C'est-à-dire qu'elle va me le donner sur le coup, on a échangé des mails, etc. Bon, c'est bien. Et c'est vrai que j'ai pas un endroit dédié
où je me dis, bah, tiens, toutes mes informations, je peux aller les chercher, c'est confortable, etc. Et finalement, quand on est sur des solutions en ligne aujourd'hui, bah, on a envie que ce soit fluide, on a envie que ce soit facile. Bon, là, ça ne l'est pas forcément. Alors, je peux aller chercher mes informations, c'est pas ce que je dis. Je sais aussi qu'il y a ce truc de euh, un peu d'assistanat avec le numérique, mais c'est un peu la norme du marché. Donc qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, bah, finalement, à force de nous faciliter la vie, bah, on a de plus en plus d'exigences et c'est devenu une norme du marché qu'il faut considérer et prendre en compte. Donc voilà. Donc une fois qu'on a déposé ces objectifs, on va prendre la première, enfin là, les premières, là en l'occurrence, j'ai associé humanisation et personal branding, la première stratégie. Alors, si jamais on se réfère au tableau, il y avait fort pour humanisation, fort pour personal branding, et il y avait moyen pour clivage et moyen pour contre-courant. Donc du coup, là, j'ai pris les deux forts, hein, je les ai associés, humanisation et personal branding. Ma première étape, donc ça c'est ici, excusez-moi. Ici, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les étapes que je dois mettre en place pour appliquer la stratégie d'humanisation et la stratégie de personal branding. Donc, mon étape numéro un, c'est la création du contenu authentique. Ça, c'est la première étape. Et là, on va voir du coup, ben, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se cache là-dedans. Donc, on a le quoi. Donc là, c'est des publications, des vidéos sur son parcours, ses succès, ses passions. Finalement, tout ce qui concerne ben, la personne. Donc moi, l'individu, hein, on a bien vu l'individu. Mais ça peut être aussi ben, le, la marque. Donc ça peut être comment on en est arrivé là, quelle réflexion se cache derrière cette marque, quelle expérience se cache derrière la personne. Hein, c'est comme ça qu'on peut l'amener. En termes d'outils, alors là j'ai mis Canva et CapCut, donc pour faire les visuels, les supports, eh ben, on peut utiliser Canva, ça peut être tout un tas de supports, hein, ça peut être des plaquettes, puisqu'on est quand même dans un secteur où tout ce qui, c'est pas médical, mais on va dire euh, sur de la médecine alternative, eh bien, c'est des codes qui font partie du marché. Donc, ça peut être Canva pour faire ses dépliants, ça peut être Canva pour ses réseaux sociaux, etc. CapCut pour les vidéos. CapCut, vous savez, vous pouvez faire du montage, vous pouvez mettre le téléprompteur, vous pouvez aussi faire des enchaînements, etc. Vous pouvez la faire dans un sens comme dans l'autre, en paysage ou en portrait. Donc c'est un outil assez précieux. Et du coup, là, on va se poser la question de la fréquence. Donc, dans ma première étape, création de contenu authentique, quel contenu je vais pouvoir mettre? Ben, des publications, des vidéos sur le parcours, le succès, etc. Ça peut être aussi, on le verra un peu plus tard dans l'étape 3, ça peut être aussi du contenu blog, etc., etc. Et là, on va se poser la question de la fréquence. OK, une fois par semaine pendant 3 mois. C'est ce que je vous disais, une stratégie, c'est minimum 2 à 3 mois. Donc là, je vais commencer par rapport à ce que moi, je suis disponible, c'est-à-dire j'ai mes séances. Il faut que je fasse mes séances avec mes clients. Il faut derrière que je fasse le suivi, donc ça me prend du temps. Il faut, etc. Donc par rapport à mes ressources, je me dis, OK, une fois par semaine pendant 3 mois, ça, je peux le faire. Parce qu'il vaut mieux faire peu, mais de façon fréquente et le faire bien, que de vouloir en faire trop et de le faire mal, de façon irrégulière. Ça, on l'a vu aussi avec Margot lors du live, très important. Faites par rapport à vos ressources, mais faites-le bien. Faites-en moins, mais faites-le bien, plutôt que trop et pas bien. Donc là, on est sur notre grande première étape, la création de contenu authentique. Ok, j'ai ma trame. Ensuite, étape 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ben, là, il faut que je m'engage sur les réseaux sociaux. Donc quoi? Bah, des interactions quotidiennes, des conseils bien-être, des Q&A live. Q&A, c'est questions et réponses, hein, question and answer live. Euh, donc là, ça peut être un format. Donc, qu'est-ce que je peux faire sur les réseaux sociaux pour finalement engager, pour créer de l'engagement? Eh bien, des interactions au quotidien, des conseils, parce que là où on donne des conseils, en fait, les gens, on va attirer leur attention, parce qu'on va leur dire, bah, voilà comment améliorer concrètement ta vie, voilà des éléments actionnables à implémenter dans ta vie, et des Q&A live, bah, sur la naturopathie, c'est complètement évident. Parce que combien de questions on se pose, combien il y a de plantes? Et puis, est-ce que je veux plutôt les fleurs de bac ou plutôt les huiles essentielles? Est-ce que c'est mieux que je mange, je sais pas, un quart enfin, et les légumineuses? Quelle est la part des légumineuses dans mon alimentation? Et comment faire pour finalement booster mon immunité l'hiver? Ou comment faire pour, je sais pas moi, une solution anti-allergique au pollen ou ce genre de choses? Les gens ont plein de questions. Et c'est à vous de leur dire quelles sont ces questions.
Parce que des questions, on s'en pose à l'appel, hein. C'est non-stop, ça tourne sans cesse là-haut. Mais c'est à vous de venir capter l'attention de l'utilisateur, de votre audience, avec justement des questions ciblées qui répondent à leurs problématiques. On se met à la place de son audience, on se dit quelles sont ses problématiques, et nous, on amène les réponses à ces problématiques. Avant même que la question ait été posée, on y répond. Et c'est comme ça qu'on capte l'attention. Et là, dans des secteurs comme la naturopathie, etc., donc le service de manière générale, on est sur de l'amélioration de vie. La proposition de valeur, elle est là, c'est je vais améliorer ta vie. Et je vais t'expliquer comment je vais faire. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire aussi. On est bien là-dedans. Ensuite, en termes d'outils, ben là, on a Instagram, Facebook, LinkedIn, qui serait assez pertinent, voire même, j'ai pas mis TikTok, mais selon l'âge ou selon, ça pourrait être intéressant de mettre TikTok aussi. Voilà, c'est pas, TikTok amène beaucoup de visibilité. Donc, si on fait déjà des réels sur Instagram et Facebook, si les vidéos sont déjà faites, ben, autant les utiliser sur TikTok. Mais là, encore une fois, on va le faire en décalage. Pourquoi? Parce que TikTok, c'est beaucoup d'investissement. C'est-à-dire qu'au début, il faut une vidéo chaque jour. Ensuite, on dilue. On va mettre une vidéo une fois pas, un jour sur deux, ainsi de suite, et on va diminuer jusqu'à trouver le rythme de croisière. Donc ça aussi, il faut bien voir quelles sont vos ressources. Très important. Ensuite, la fréquence. Donc là, on va dire 5 jours par semaine. Donc ça veut dire faire un post ou une interaction via sa story une fois par jour, donc hors week-end, hein. Généralement, les stories, ça sert à rien le week-end. Donc une fois par jour, donc ça fait 5 jours, plus des Q&A toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, ben, je fais un petit live en direct et je dis, bah, voilà, posez-moi vos questions. Ou je fais soit un direct, soit un live, comme là on est en train de faire, etc. Donc il y a plein de façons de le mettre sous différents formats. Et quand on parle de conseils bien-être, ça peut être des posts, ça peut être des carousels, ça peut être, voilà. Après, c'est à vous de voir, là, à cet endroit-là, quand vous serez à cet endroit-là, c'est à vous de mettre ce avec quoi vous êtes aussi à l'aise, hein, bien évidemment. Et en étape 3, donc là, on a le blogging et le SEO. Donc là, c'est dans le cas où on a déjà son site internet, on est déjà en place. Quoi? Bah, des articles sur la naturopathie, le bien-être, des études de cas aussi très intéressants, parce que les gens ont besoin de s'identifier. Parce qu'on s'identifie à l'individu dans le personal branding, c'est un fait, mais derrière, moi, il faut que je me sente concernée aussi par le contenu. Donc les études de cas, ça permet aussi de se rendre compte que, ah ok, quand il se passe ça, ça veut dire ça. Ah ok, donc ça veut dire que je suis concernée. Ah ok, bah, je vais prendre rendez-vous parce que moi aussi j'ai le même souci, je veux qu'elle m'aide, par exemple. Donc si jamais vous êtes dans ce genre de milieu, donc ça peut être la naturopathie, mes thérapeutes et autres, ça peut être très intéressant pour vous de faire des études de cas parce que ça nous permet de comprendre, ça nous permet de nous identifier et ça nous permet aussi de révéler en quoi, en quoi vous allez apporter votre valeur ajoutée. C'est là, je vais te solutionner ce problème-là, tu vois. C'est hyper intéressant. Ensuite, en termes d'outils, donc vu qu'on est sur du blogging SEO, j'ai dispatché comme ça, mais vous pouvez le dispatcher autrement, hein. C'était pour vraiment séparer les univers pour que vous preniez du recul sur les éléments, mais vous pouvez le faire différemment. En termes d'outils, on a WordPress, Google Keyword Planner, on a RankMath. Il y a plein d'outils qui permettent de faire du SEO. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Là, en l'occurrence, RankMath, si vous avez un site WordPress, c'est gratuit. Euh, donc, je ne sais même pas si on peut le faire aussi si on peut le faire en natif aussi sur WordPress avec les alt-text, etc. Et vous pouvez aller encore plus loin sur votre SEO. Évidemment, WordPress, bah, pour du blog, on est quand même sur de la super base. On est sur du super basique. Il n'y a pas mieux, honnêtement pour le référencement, il n'y a pas mieux. Et ensuite, la fréquence, bah, on peut se dire au début, OK, 2 articles par mois. En vrai, c'est bon, ça, je peux le faire. Je peux sortir 2 articles par mois, ça, c'est OK. Donc ça peut être voilà, une première ébauche sur finalement cette première stratégie. Donc, on a vu la première partie qui était sur le personal branding et ensuite l'humanisation de la marque. Là, on va voir le contre-courant. Donc là, en l'occurrence, le contre-courant, vous voyez que le contre-courant, c'est pas obligé que ce soit un truc de ouf malade, hein. Je veux dire, c'est pas obligé d'être un truc de dingue, hein. Là, en l'occurrence, on parle d'innovation avec des consultations en ligne. Ça paraît évident, ça paraît un truc logique. Eh ben, selon certains marchés, il y a des marchés qui ont 10 ans de retard, eh ben, ça peut être le truc innovant par excellence, ça peut être le truc contre-courant qui se fait pas du tout, j'imagine, enfin, dans un autre domaine, la crypto-monnaie, la blockchain, etc., dans le milieu de l'art,
Je sais pas si vous avez entendu parler de cette personne-là qui a fait une œuvre digitale avec 1 million de petits cubes, etc. Bon, je le relate pas très bien, je suis pas une très bonne narratrice, mais dans l'idée, il a révolutionné le marché de l'art en digitalisant l'art. C'était un secteur où le digital n'existait absolument pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est vraiment, il y a un nouveau marché qui est complètement né de juste ce mec-là qui a à un moment vendu son œuvre digitale. Donc, des fois, voilà, des fois ça crée des nouveaux marchés, puis des fois, par rapport à son marché, juste faire quelque chose qui nous semble évident et logique, bah, c'est être à contre-courant. Donc, ne minimisez pas vos idées, hein. C'est parce qu'on a souvent tendance à dire, ah oui, mais non, mais oh bah non, c'est déjà fait. Ah bah, oui, mais non. Si finalement il n'y a que 3 personnes sur votre marché qui fait de la consultation en ligne et que vous, bah, vous vous placez là-dessus, vous allez à contre-courant. Même s'il y a déjà des gens qui le font, c'est OK. Je veux dire, des naturopathes qui font de la consultation en ligne, il y en a déjà qui le font. Peut-être que vous le ferez mieux. Peut-être que vous, votre suivi sera mieux. Peut-être que votre communication, votre marque, elle sera mieux. Ou peut-être que vous allez cibler d'autres personnes. Donc, c'est complètement OK, hein. C'est important aussi, je pense. Donc, la étape numéro 1, donc là, première stratégie, deuxième stratégie, hein. Donc, on reprend. Étape numéro 1, quelles sont les étapes pour mettre en place cette stratégie? Ben là, du coup, vu que vu que mon but, c'est l'innovation avec des consultations en ligne, mais je dois développer mon offre en ligne. Première étape, ça semble assez logique. Quoi? Créer et détailler l'offre de consultation en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je faisais de la consultation en cabinet, je sais comment ça se passe, etc. Mais comment je fais en ligne? Et ben là, c'est vrai que c'est quand même pas la même chose. Donc ça veut dire envoyer un lien lors de la prise de rendez-vous à ses utilisateurs avec le lien Zoom, Google, etc. Ça veut dire aussi peut-être enregistrer ou pas l'échange pour le mettre dans l'espace derrière de la personne pour qu'elle puisse toujours avoir un suivi continu de ses séances pour ne pas perdre l'information. Ça peut être l'envoi de mails automatiques. Donc on voit bien que là, d'un coup, on n'est plus dans le même. C'est pas qu'on n'est pas dans le même métier, mais il y a quand même une variante. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, comme je vous le disais, avec des outils comme Google Meet, Calendly, Zoom, Calendly pour prendre des rendez-vous, Zoom pour voilà comme on est en train de faire pour faire son entretien. Mais il y a Google Meet, il y a aussi Teams. Enfin voilà, un Zoom, c'est pas obligé que ce soit Zoom. Ensuite, et on se dit bon, c'est quoi combien de temps j'ai besoin pour mettre ça en place? Ben, là, c'est le planning. OK, je sais que ça, d'ici un mois, le temps de mettre mon offre à plat, de la tester. Testez toujours. Testez toujours. Ne vous lancez pas sans tester. Toujours, toujours, toujours. La méthode incrémentale, j'insiste. Vous faites quelque chose, vous prenez un échantillon, vous demandez à des amis, de la famille, vous allez sur un groupe Facebook, vous demandez en contrepartie de soit d'une séance offerte, ou soit l'information que vous allez récupérer, elle vaudra bien plus qu'une séance. Elle vous servira pour la suite. Donc, n'ayez pas cette croyance limitante que si vous offrez quelque chose, vous perdez. Non, vous gagnez. Vous gagnez, et cette personne-là qui a testé avec vous, si elle a passé un bon moment, elle va en parler aussi autour d'elle, etc., etc. Donc, testez toujours, 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 et selon les retours, on incrémente, on modifie, on ajoute, etc., etc. Ensuite, étape 2, promotion de l'offre en ligne. Donc, je développe mon offre en ligne, je la mets sur le papier, je la concrétise, je la matérialise. Ensuite, il faut bien que je la vende, hein, c'est mieux. Donc là, le quoi? Eh bien, promouvoir via les réseaux sociaux, via mon blog parce que j'ai déjà un site internet, et faire une offre de lancement. Donc ça peut être via les réseaux, ça peut être via mon site internet, ça peut être via de la publicité, etc. Les outils, ben là, on a évidemment les campagnes Facebook et Instagram, qu'on appelle les Facebook Ads, qui correspond à Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, c'est la même boîte. Vous faites des Facebook Ads, vous pouvez décider de faire des ads, donc des publicités, hein, c'est juste ça que ça veut dire. Vous pouvez décider de les faire sur les deux. Donc ça aussi, on verra comment faire. Parce que là, il faut que je trouve un compagnon enfin une compagnonne de qui c'est le métier, pour vous expliquer tout ça mieux que je ne pourrais le faire. Donc je suis en quête. Voilà. Je suis sur le coup, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là, faire du coup vos campagnes de publicité, hein, c'est bien de ça dont on parle. Et là, pareil, on se dit, OK, sur combien de temps? Là, au moins sur 2 mois. Je fais mon offre de lancement, ça veut dire qu'il faut quand même que j'investisse du temps, de l'énergie et de l'argent sur au moins 2 mois pour mettre ça en place. Sachant que je vais avoir au moins 2 semaines pour créer les visuels, créer les textes, faire chaque visuel à chaque support, parce qu'il faut savoir que quand on fait des Facebook Ads, on a
le petit, on a celui qui est comme ça, on a celui en paysage, etc. Donc il y a plusieurs supports à faire. Donc il faut créer ces sons visuels, il faut créer le texte qui accompagne la pub, il faut aussi implanter ces éléments-là dans l'outil Meta. Et ensuite, il faut lancer ses pubs. Donc, on a déjà 2 semaines en moyenne où on va créer ça. Ensuite, il faut le lancer, etc. Donc, on peut se dire 2 mois. Et enfin, troisième étape, donc là, c'est ce que je vous disais, hein, je ne vous lâcherai pas avec ça. Mesure et ajustement. Donc, méthode incrémentale, encore une fois, on a testé et on y retourne. On y retourne, on ajuste, on y retourne, on ajuste, on y retourne. Donc, quoi? Eh bien, suivre les retours, ajuster l'offre et collecter des témoignages. Et là aussi, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment, un, même un retour négatif est un bon retour. Parce que si évidemment il est fait avec bienveillance, hein, faut pas, voilà, hein, je mesure bien mes mots. S'il est fait avec bienveillance et que c'est quelque chose de négatif, ne le prenez pas pour ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une critique de qui vous êtes. Ce n'est pas une critique que vous faites mal les choses. Non, c'est de la donnée. C'est de la donnée qui vous sert à vous améliorer. Rien de plus. C'est de l'expérience que vous mettez dans la machine, qui vous permet d'avancer. Ne vous laissez pas pétrifier et arrêter par un mauvais témoignage ou par le mental, etc. Vraiment, prenez les choses pour ce qu'elles sont. De l'information, de la data. La data, on l'utilise, c'est tout. Il faut être vraiment très pragmatique là-dessus. Ensuite, en termes d'outils, bah, on a des Google Forms. Moi, je l'ai déjà fait. Je vous ai déjà envoyé, en tout cas pour certaines, voilà, un Google Form vous demandant bah, est-ce que vous préférez que les lives soient plus courts? Est-ce que vous préférez que ce soit le mercredi ou le mardi, etc., etc. Je vous ai voilà, demandé votre avis pour essayer de m'améliorer. D'ailleurs, je vais en renvoyer un dans pas longtemps pour voir si c'est toujours bon. Voilà, voir les commentaires sur les réseaux, voir les engagements sur les réseaux, étudier vos statistiques sur Facebook, Meta, etc. Donc, enfin sur Meta, Meta Business Suite, je crois que oui, c'est ça, Meta Business Suite. Donc, c'est là où il y a les Facebook Ads, donc les publicités Facebook. Il y a des statistiques qu'il faut lire pour savoir si ça fonctionne pas. Est-ce que j'ai ciblé la bonne audience aussi? C'est aussi si les questions, ça vous permet de vous remettre en question et d'ajuster perpétuellement. Ensuite, planning, évaluation et ajustement tous les 3 mois. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait au tout début des lives. Oui, mais comment je sais comment je me souviens de mes objectifs que j'ai fait au mois de janvier? Prenez rendez-vous avec vous. Vous le notez dans votre agenda. Tous les 3 mois, vous faites un point sur votre stratégie. Vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes toujours aligné? Est-ce que votre persona, il a changé? Est-ce que votre offre, elle correspond à ce que vous voulez? Est-ce qu'elle correspond à ce que aussi votre audience veut? C'est hyper, hyper important. Mettez-vous des rendez-vous et posez-vous la question. Prenez une journée, prenez une matinée, est-ce que vous pouvez? Mais posez-vous la question et prenez des rendez-vous avec vous, vraiment, pour vous poser ces questions-là. Parce qu'encore une fois, c'est impossible de vous dissocier de ce que vous amenez aux gens. C'est impossible de vous dissocier vous êtes entrepreneur, vous êtes votre entreprise, même si vous faites de la stratégie de marque et pas du personal branding. Il y a vous derrière, il y a votre essence, il y a votre énergie. Et donc, si vous prenez pas soin de vous, ben derrière tout ça, ben, tout est imbriqué. Donc, il y a tout qui est impacté. Donc, faites ça vraiment, que ce soit pour votre stratégie ou que ce soit pour vous-même. Vraiment, prenez rendez-vous et faites le point régulièrement. C'est intéressant parce que les choses bougent très vite. Surtout quand on est en lancement, on est plein d'énergie, plein d'idées. Ah, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Moi, le mois de février, j'avais 3 idées à la journée. Ma community manager, elle était en burn-out. Alors, bien sûr, je me suis réfrénée, mais j'avais trop de choses aussi. Là, ça permet de canaliser. Ça permet de canaliser. Et puis après, une fois qu'on a passé le pic, et ben, le pic il redescend. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bah, mettez tout à plat, mettez tout sur le papier. Et régulièrement, refaites le point. OK, est-ce que ça résonne toujours? Est-ce que ça, c'est toujours pertinent? Est-ce que... Voilà. Et testez. Allez dans des groupes Facebook. Parlez-en à votre entourage. Vraiment, n'hésitez pas. Trouvez des gens avec qui sont bienveillants. Il y en a, il y a des gens bienveillants, il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas à échanger avec eux. On aime le contact humain, nous les humains. Donc n'hésitez vraiment pas voilà, à faire le premier pas et à échanger. C'est toujours du positif quand on sort dans tous les cas. J'allais pas vous laisser sans vous mettre une petite citation, vous savez que j'adore ça. Dans l'art d'entreprendre, la vraie différenciation réside dans l'authenticité de ton histoire, la clarté de ta vision et le courage de ta singularité. Parce que on est bien là-dedans, on est bien dans du courage, on est dans le courage d'être entrepreneur, on est dans le courage de s'exprimer, de s'imposer,
de poser ses convictions, ses valeurs, son essence, qui on est et de le dévoiler au monde, au marché. Enfin voilà, après vous appelez à votre audience, à vos clients, à vos prospects, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Mais c'est vraiment aussi du courage d'assumer d'être unique, d'assumer de jouer cette unicité, cette authenticité et de la poser un peu sur la table en disant, bah voilà, moi j'ai ça. Ça vous plaît pas, mais en tout cas, moi j'ai ça à vous offrir et j'ai envie de le faire comme ça et j'ai envie de vous emmener là et c'est beau. C'est beau, moi je trouve ça très beau, justement, cette diversité d'histoires, cette diversité de visions, cette diversité de tout ce qu'on a chacune d'entre nous à amener. Jouer là-dessus, vraiment jouer là-dessus, parce que c'est ressembler à la masse, bon, c'est pas ça qui fait vendre et c'est pas ça qui fait qu'on est heureux non plus. C'est pas ça qui fait qu'on est aligné, donc voilà, vraiment, j'insiste. Cet épisode est désormais fini. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.